La Guinée-Conakry, de nouveau touchée par le virus Ebola. On parle même déjà d'épidémie. Sur les cas détectés, on dénombre un mort. Au Nigeria, l'arrestation des manifestants à Lagos n'aura duré que quelques heures. Ils ont été libérés après paiement d'une caution. Ils réclamaient justice pour les victimes de la fusillade d'octobre dernier. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a quitté pour la deuxième fois. La majorité des 2/3 n'a pas été réunie pour la destitution de l'ancien président américain, poursuivi pour l'attaque du Capitole. Voilà, plus sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En Guinée-Conakry, 5 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, le pays est de nouveau déclaré en situation de crise. L'annonce a été faite par le patron de l'agence sanitaire guinéenne, Sakoba Keïta. Le reportage pour plus de précision. Oui, Dr Lise. La Guinée, à nouveau en situation d'épidémie à la fièvre hémorragique Ebola, après la confirmation de l'apparition du virus dans le sud-est du pays. À l'issue d'une réunion d'urgence à Conakry sous la coupole du Dr Sakoba Keïta, en charge de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, la NSS, il est annoncé à la date du 14 février déjà 7 cas avérés, dont 3 décès. On a eu un de nos citoyens qui est tombé malade, malheureusement qui a succombé, dont les enterrements ont eu lieu à Bouéké à partir du 1er février. Et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à eu des manifestations de diarrhée, vomissement, saignement et de la fièvre. Ce matin, très tôt, le laboratoire scientifique de Conakry a confirmé la présence du virus Ebola. Donc cette situation met la Guinée en situation d'épidémie d'Ebola. Au total, on a dénombré 7 cas, dont 3 décès. Parmi les 7, il y a 4 hommes et 3 femmes. Et actuellement, il y a 3 qui sont isolés, 1 à Conakry et 2 à Zéréko. Le pays est à nouveau en alerte 5 ans après la fin de la précédente épidémie. Il s'agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus. En son temps, entre 2013 et 2016, on avait enregistré plus de 11 300 décès. Au Nigeria, les habitants qui ne respectent pas les mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus comparaissent devant un tribunal. Celui-ci est installé à ciel ouvert en plein centre de Abuja. La cour installée dans la capitale a été créée par un décret pris par le chef de l'État, Muhammadu Buhari. Installé en plein air sur Eagle Square, une place située à quelques mètres de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale, le tribunal juge les habitants qui ne portent pas leur masque et ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Depuis début février, ceux-ci sont arrêtés par la force spéciale Covid-19 d'Abuja. Certains d'entre eux viennent d'être condamnés. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu environ 46 personnes. 3 étaient mineurs et le juge les a laissés partir et leur a dit de se conformer. Ça donne des résultats et nous n'allons pas lâcher l'affaire. Nous allons pousser fort pour que les gens évitent de se tuer. Ils allaient être libérés sous caution. On leur a demandé de payer 10 000 naira et d'apporter une garantie. Mais ceux qui ont plaidé coupables de ne pas avoir porté correctement leur masque ont dû s'acquitter d'une amende de 2 000 naira, environ 4 euros. Le tribunal peut condamner les contrevenants à des travaux d'intérêt général et même à des peines de prison. C'est en janvier que le président Muhammadu Buhari a signé un nouveau décret prévoyant jusqu'à 6 mois de prison pour les personnes ne respectant pas les mesures édictées pour contrer le virus. Il faut dire que le pays le plus peuplé d'Afrique fait actuellement face à une seconde vague de l'épidémie. Il a officiellement enregistré 143 516 cas de coronavirus, dont 1710 morts, des chiffres qui seraient largement sous-évalués.
Et on reste toujours au Nigeria où le petit groupe de protestataires arrêtés lors d'un rassemblement au piège de Lekki, nous sommes à Lagos, la grande mégalopole, demandant justice pour les victimes de la fusillade d'octobre dernier, ne sont plus aux mains de la police. Ils ont été libérés sous caution. Le reportage pour mieux comprendre. Moins de 24 heures après leur arrestation, ils ont tous recouvré leur liberté. Eux, ce sont ces manifestants privés de liberté samedi à Lagos alors qu'ils tentaient de se rassembler pour demander justice aux victimes de la fusillade d'octobre. Libérés, ils l'ont été juste après le paiement d'une caution de 100 000 naira, soit environ 215 €, mais restent poursuivis pour atteinte à l'ordre public et violation des mesures Covid-19. Dans un premier temps, 27 manifestants ont été libérés, puis les 13 restants, quelques heures plus tard, avaient déclaré l'activiste Feyikemi Abdou sur Twitter. Ces protestataires avaient été arrêtés par la police samedi dans la matinée alors qu'ils tentaient de se rassembler sur le péage de Lekki à Lagos. C'est sur ce site emblématique que le 20 octobre dernier, les forces de sécurité avaient tiré sur une foule rassemblée pacifiquement, tuant au moins 10 personnes selon Amnesty International. En octobre, ce jour-là, plusieurs grandes villes du pays le plus peuplé d'Afrique avaient été secouées par une vague de manifestations, de protestations réclamant le démantèlement d'une unité de police, la brigade spéciale anti-vol, SARS, accusée de multiples exactions. Après ces événements, une commission de justice spéciale avait été mise en place par l'État de Lagos pour enquêter sur les accusations de brutalité policière et sur la répression des manifestations. Mais depuis le début de l'année, l'enquête sur la répression qui avait suscité beaucoup d'espoir est au point mort. Convoqués à 3 reprises, les principaux responsables de l'armée, accusés d'avoir ordonné les tirs sur les manifestants, ne se sont plus présentés devant cette commission et ne semblent visiblement pas être inquiétés. Un week-end ensanglanté en Somalie, une explosion de véhicules piégés a fait 3 morts et des blessés à Mogadiscio, la capitale. Signature des islamistes radicaux Shebab. Les précisions. Des témoins ont indiqué avoir entendu des tirs et vu des véhicules s'éparpiller avant l'explosion. J'étais au point de contrôle de Villa Somalia, près du croisement de Saïdka, et j'ai vu une voiture avec des explosifs se diriger à toute vitesse vers le point de contrôle. Puis j'ai entendu des coups de feu en direction de la voiture. La voiture a explosé dès qu'elle a touché un tuk-tuk à proximité. J'ai vu des véhicules en feu après l'explosion et j'ai aussi vu un homme gravement blessé qui est mort plus tard sur les lieux de l'attaque. Je n'ai vu qu'un seul cadavre. Un premier bilan fait état d'au moins 3 personnes tuées et de 8 blessés. L'attentat a été revendiqué par les Shebab via une agence de presse Shahada, selon le Centre américain de surveillance des sites internet djihadistes, CIT. Les Shebab mènent depuis des années une rébellion pour renverser le fragile gouvernement somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de l'Union africaine, la MISOM, mais contrôlent toujours de larges portions de la Somalie qui a sombré dans le chaos depuis 1991. La lutte contre la torture dans les milieux carcéraux mobilise les organisations de la société civile en Algérie. Leur intérêt porte surtout sur les détenus d'opinion, une mobilisation suscitée surtout par de récentes accusations pour viol. Le témoignage début février de Walid Nikiché, un étudiant pro-démocratie de 25 ans, qui affirme avoir été torturé et agressé sexuellement par des membres des services de sécurité, a soulevé l'indignation et contraint le parquet général de la Cour d'Alger à ouvrir une enquête. En réaction, plusieurs associations ont décidé de s'organiser pour que justice soit rendue sous la forme d'un comité de lutte contre la torture et les conditions carcérales inhumaines des détenus en Algérie. Si aujourd'hui on demande un procès, c'est un procès équitable. On n'a pas condamné directement les tortionnaires. On a déposé plainte. On a dit à la justice d'intervenir selon les lois internes et internationales. Ce qu'il a révélé, c'est-à-dire ce qui nous a choqué, c'est que... Ce qui nous a choqué, c'est que quand on viole Walid Nikiché, c'est nous tous qui sommes violés en tant que peuple, en tant que société civile, que militants, que citoyens, etc. Et ça ne peut pas, à mon avis, ça ne doit pas rester impuni. Si vous ne voulez pas d'interventions étrangères,
Dans ce cas, il ne faut plus signer de convention internationale, c'est tout. Si on ne veut pas d'intervention, on ne signe pas de convention. Si on ne veut pas respecter les droits humains, qu'on ne signe plus de conventions et qu'on s'en retire. Cette nouvelle organisation rassemble le Comité national de libération des détenus CNLD, la Coordination nationale des universités algériens pour le changement et le collectif des avocats de la défense des détenus d'opinion. Nkiché avait été arrêté fin novembre 2019 à Alger lors d'une marche des étudiants du Irak, le mouvement de contestation anti-régime. Il a expliqué avoir été agressé sexuellement, physiquement et verbalement pendant une garde à vue au centre Antar, une caserne de la périphérie d'Alger réputée comme un lieu d'interrogatoire des services de sécurité. Le Congrès américain a quitté ce samedi Donald Trump à l'issue de son deuxième procès en destitution, un peu plus de 3 semaines après la passation de pouvoir avec le nouveau patron de la Maison-Blanche, Joe Biden. C'est une nouvelle page qui s'ouvre désormais aux États-Unis. L'ex-président Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat américain qui le jugeait pour incitation à l'insurrection à la suite des violences au Capitole le 6 janvier. C'est quand 7 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des 2 tiers nécessaires à la condamnation n'a donc pas été atteinte. L'ancien président républicain a immédiatement réagi en saluant la fin d'une chasse aux sorcières et a promis de continuer à défendre la grandeur de l'Amérique. Les démocrates voulaient voir Donald Trump reconnu coupable pour qu'il soit ensuite rendu inéligible. Pour eux, l'ancien président américain est le responsable principal des événements du 6 janvier, lorsqu'une foule de ses partisans en colère avait envahi le Capitole au moment où le Congrès américain s'apprêtait à confirmer sa défaite face au démocrate Joe Biden. 5 personnes avaient perdu la vie lors de ces violences. En Floride, des partisans de Donald Trump n'ont pas manqué de célébrer l'acquittement de l'ancien président à l'issue de son deuxième procès en destitution. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.